travail de réalisation, mais aussi le travail de tous celles et ceux qui sont dans les films. Et je voudrais déjà, Caroline, vous donner l'opportunité de commencer à parler de ces très beaux films. Je suis très curieux de savoir, parce que parfois, vous avez expliqué votre intérêt, comment vous êtes tombée amoureuse, je peux dire comme ça, de cet univers. À quel moment les films ils s'est révélé devant vous? Parce que dans vos commentaires, c'est souvent ça la question. On s'intéresse, mais il y a un moment où l'histoire elle se dessine dans notre tête ou dans notre cœur. Ça se fait petit à petit. J'ai pas un moment où je me suis dit j'ai le film en tête. Je suis venue avec cette idée de filmer des jeunes qui allaient se révéler à eux-mêmes, mais je ne peux pas vous dire, il n'y a pas eu un moment où on switch tout d'un coup et on se dit on a le film. Et j'avoue que le premier jour en salle de montage, j'étais en panique totale, en me disant qu'est-ce que je vais faire de tous ces rushs. Et donc, pour les... Não, quero só falar que a gente precisa de uma tradutora. Então, um beijo. Oui, la traductrice, elle arrive. Elle arrive? Elle arrive, oui, elle arrive. Porque a Rafaela não fala francês. Mais donc la traduction c'est en portugais? Sim. Mas a Lorena vai bien. Oui, mais Elle está chegando. je vais traduire la première réponse. Então, Caroline, ela falou que o filme não se revelou diante dos seus olhos de uma só vez, é uma coisa que foi acontecendo aos poucos e que ela, inclusive no primeiro dia de montagem, ela se sentiu desesperada. Mais pour Nadine, je voudrais tes impressions de façon plus large, parce que Nadine, elle s'est présentée, mais c'est la personne qui a lancé l'étincelle de ces projets il y a longtemps. Et comment c'était de découvrir ces films pour la première fois? Alors bon, voilà, je crois que ça fait la 10e fois que je vois le film, donc toujours avec autant d'émotion, de rire, parce que c'est vrai qu'on rigole quand même pas mal en regardant ce film. Et c'est toujours la même... En fait, c'est une promotion qui a été filmée, mais en fait, moi je vois les 20 années de Casa et j'arrive à retrouver les mêmes profils, les mêmes réflexions, les mêmes bagarres, les mêmes... On vient d'avoir assisté à une petite bagarre en backstage, là, voilà. Donc ça, c'est de la répétition et c'est génial, mais c'est usant. Voilà. Donc voilà, la Casa, c'est vraiment des rires et des pleurs. Tel le clown, tel le Bacebola, où on va justement pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'ils ont réalisé dans les rituels des périphéries. Et donc, je voulais surtout en fait, commencer parce que Raoul, en fait, je fais la modération et j'ai des questions pour tout le monde. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu veux que... Je passe le relais. Voilà. Donc, je vais commencer. Merci Raoul. Raoul qui nous a accompagnés pour toute la partie logistique du film. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce film. Oui. J'étais là juste au départ. C'est vrai que j'aime bien regarder un petit peu les visages, voir comment les émotions remontent. Parce qu'en effet, c'est pas juste un film, hein, et puis vous avez pu comprendre, donc c'est La Casa 93, ça fait 20 ans qu'on fait ça. C'est pas un film sur la Casa, mais c'est vraiment un film sur le parcours de 5 jeunes. Et à travers ces 5 jeunes, on peut, voilà, c'est le regard brut justement de la réalisatrice qui a voulu être ce regard brut, sincère, mais où on voit vraiment la détermination des jeunes. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Et donc ça nous plonge vraiment dans cette histoire et où on voit que vraiment les jeunes respirent, transpirent la Casa, et que la Casa, même si c'est une école gratuite sans condition de diplôme, elle est très exigeante. Voilà. Je voulais vous dire justement que, voilà, comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que la mode, à travers son film, on peut voir que la mode est un outil de résistance et ça peut être aussi un moyen de reprendre le pouvoir sur son histoire. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec tous les jeunes. Donc je vais vous présenter aujourd'hui avec moi, j'ai vraiment la chance d'avoir ces 4 panélistes qui viennent de 3 continents différents. Donc c'est important d'ouvrir en fait ce débat sur le désenchantement de ces jeunes en France, au Brésil et au Congo. Donc je vous présente donc Caroline, Caroline Benaroche qui a travaillé avec nous pendant
Bien un an et demi. Voilà, bien un an et demi, autant de temps que le film dure en minutes, hein, n'est-ce pas? Je vous présente donc Lobaï, qui est donc un jeune protagoniste que vous avez vu dans le film, maintenant vous le voyez en vrai. Lobaï de la promo 6. Il vous expliquera tout ce qu'il fait maintenant, très intéressant. Je vous présente Sidonie Laterre, qui a monté un super projet depuis une quinzaine d'années, un hub. C'est une des pionnières dans son pays, c'est une femme extraordinaire et qui aura beaucoup de choses à nous dire aussi sur la jeunesse. On a un projet ensemble, elle en reparlera un petit peu mieux. Et je suis très fière de l'avoir avec nous, hein, de Kinshasa à Paris. Merci Sidonie. Et Rafaela Pina. Rafaela foi, já estava começando a falar em português. Rafaela Pina, c'était une jeune de la Casa Geração, de l'époque, dans le Morro de Vidigal. Et voilà, elle faisait partie de la deuxième promo. Et maintenant, dans notre projet rituel, elle a été la coordinatrice artistique, mais elle a aussi une agence de pesquisa, une agence de tendance dans les favelas, hein, qui a été beaucoup inspirée par le projet qu'on avait fait avec Isa des Zones de Péclers. Anne est ici. Je remercie puisqu'elle est partenaire historique de Casa au Brésil et en France. Donc elle, ça a été un vrai tremplin pour elle. Elle a monté son agence Cool Hunter Favela. Et au-delà de ça, elle a aussi une petite école qui s'appelle Casa Talk, et vraiment c'est le Baby Casa, une grande fierté pour nous de la Casa. Voilà, pour les présentations rapides. Maintenant, j'ai une question commune à tous. C'est quels sont les principaux signes de désenchantement? Alors, est-ce que les signes de désenchantement, c'est générationnel, c'est géographique, c'est social? Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va découvrir avec nos panélistes. Alors cette question, donc voilà, on va commencer. Tout le monde va y répondre. Donc, ça commence. Je crois que tu dois pas. Ah ok. Désolé. Ah, vous voulez traduire? Ah non. Bom, é um prazer, bonjour. Estar aqui, eu sou Rafaela Pinar. C'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Rafaela Pinar. Sou uma artista brasileira, né? Je suis une artiste brésilienne, Transsexual. transsexuelle, E que fiz parte da primeira turma da Casa Geração Vidigal. et j'ai fait partie du premier groupe de la Casa au Vidigal, Feita por Nadine. qui a été faite par Nadine. E tudo isso mudou a minha construção de pensamento e construção estética. Et tout ça a changé ma construction de la pensée et esthétique. E sou muito agradecida, né, por depois de 10 anos estar aqui em Paris, um pouco falando do meu escritório Cool Hunter Favela. Et j'ai beaucoup de gratitude parce qu'après 10 ans, je suis là en train de parler de ces projets. E agora, respondendo a pergunta de Nadine, Et maintenant, pour te répondre, Nadine, eu acho que o grande desafeto do Brasil hoje, da juventude brasileira, é a falta de inserção à educação e à cultura. je pense que ce qu'on a perdu et qu'il y a un désenchantement, c'est le manque de culture. E é um país, né, falando do território do Rio de Janeiro, é um país ainda com uma mobilidade urbana muito problemática. Si on parle du Brésil, mais surtout du Rio, il y a un problème de mobilité urbaine. E uma cidade com problemas muito grandes, né? Não só de estética, mas também de criminalidade, né? De problemáticas sociais, que deixa esse desencanto e essa juventude que é tão forte, que é tão potente, que é tão criativa. Et en parlant de ça, il y a des grands problèmes esthétiques, des criminalités, des problèmes sociaux, et qui ça touche vraiment cette jeunesse et qui cause ces désenchantements. Deixa esse lugar, né, mais difícil. Et ça devient cet endroit beaucoup plus difficile. Acho que é isso. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici et surtout représenter à Kinshasa, Kinshasa, la capitale, la République démocratique du Congo et encore plus l'Afrique. Alors lorsqu'on parle de la jeunesse chez nous, je parle
de la RDC, le Congo. Il faut déjà savoir que le Congo, c'est un pays qui a été colonisé. Et donc jusqu'aujourd'hui, on vit encore certaines séquelles de la colonisation. Donc une des grosses problématiques que nous avons, c'est cette identité culturelle que toutes les générations ont perdu déjà. Et on voit de plus en plus ce besoin de la génération actuelle de se dire que peut-être le problème que nous vivons est dû à cette déculturalisation. Et au-delà de tout ça, il faut savoir que le Congo, c'est un pays immensément riche, potentiellement riche, mais il fait partie de la liste des 10 pays les plus pauvres au monde, ce qui est très contrastant, je dirais. Et on a une jeunesse qui a perdu totalement confiance dans les institutions publiques, dans le gouvernement, l'État. Il y a ce manque de confiance, clairement. Et puis il y a cette frustration de se dire que dans des écosystèmes, dans des pays comme la France, les jeunes peuvent quand même voir l'avenir parce qu'il y a un minimum pour vivre. Au Congo, il y a des gens qui naissent pauvres et qui meurent pauvres, génération après génération. Donc c'est fort dans la présence des jeunes. Et aujourd'hui, vous avez vu certainement dans les médias, on parle beaucoup de la RDC, de la richesse, et puis de la guerre, même pas la guerre, l'agression à l'est du pays qui fait depuis une vingtaine d'années plus de 10 millions de morts. Et en fait, cette génération se sont oubliées. Mais au-delà de cette frustration que le Congolais vit, d'une certaine manière, l'Afrique vit, il y a quand même une créativité forte. Et c'est là qu'on comprend que l'artiste, le créateur, trouve une force quelque part. Et chez nous, le Congo, on est le pays de la sape, le pays de la rumba et beaucoup de choses. Malgré cet écosystème déstructuré, malgré cette agression perpétuelle et cette frustration, on arrive quand même à choisir, à s'attacher à quelque chose pour pouvoir créer, pouvoir exister. Et donc voilà. Merci, tu t'es pas présentée? Donc je m'appelle Sidonie Laterre et je suis congolaise, je viens de Kinshasa. J'ai monté il y a quelques années Kobo Hub, qui est en fait un incubateur, un accélérateur qui a pour but d'aider les entrepreneurs, ceux qui ont un projet, à pouvoir lancer simplement leur structure. Moi, j'ai eu l'occasion d'évoluer en Belgique et quand je suis venue au Congo, j'ai vu la créativité, le potentiel, mais le contraste, c'est que voilà, de l'habit à la fourchette, au cure-dent, tout est produit à l'extérieur, on l'importe. Et pourtant, on a cette richesse-là. Et donc, depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, on accompagne les créateurs, en fait, les entrepreneurs, et on a un focus maintenant depuis quelques temps sur les industries culturelles et créatives. Et dans les prochaines semaines, on lance l'Institut régional de la mode qui va pouvoir former, accompagner des designers d'Afrique centrale, parce que je pense que l'Afrique a sa place à prendre dans l'univers de la mode, et on est en fait ces pionniers en Afrique centrale à pouvoir mettre en place cette structure et vous faire découvrir toute la créativité africaine. Merci Sidonie. Bah, pour moi, à la fois, il y a un désenchantement, mais il y a aussi genre une vague de jeunes qui commencent à faire beaucoup de choses. Et moi, je m'en ressens dedans. Le désenchantement, je le vois dans le fait que, bah, avec Internet, on voit tout ce qui se passe de plus mal dans le monde. Parce que bah, le regard, il est fixé dessus et qu'on cherche toujours à voir ce qu'il y a de pire. Mais après, à côté de ça aussi, on a beaucoup de choses qui se passent, qui sont merveilleuses. Il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup de choses. Et j'en fais partie et pour moi, on doit aussi en parler. Donc pour moi, il y a aussi de l'espoir qui naît. Enfin, moi, je le vois. Peut-être que je suis fou, mais... Alors pour moi, le désenchantement, on le voit dans la santé mentale des jeunes. On vit une période qui est compliquée, la montée des populismes, les dérèglements climatiques, enfin il y a plein de choses qui sont comme ça très angoissantes et qui font que certains jeunes ont du mal à se projeter et ça génère une anxiété très forte. Moi je l'ai vu à la Casa mais aussi en dehors, et c'est justement pour ça que c'est vachement important d'avoir des espaces où ces jeunes vont pouvoir transformer cette anxiété
en quelque chose de créatif et pouvoir l'exprimer, quelque part le sortir d'eux, parce que, encore une fois, le gouvernement a fait de la santé des jeunes une grande cause nationale, etc., mais on ne voit pas clairement ce qui est mis en place derrière. Donc c'est pour ça que je pense que des espaces comme la Casa, ça permet justement de l'exprimer, ce malaise, et de s'en sortir mieux. Et justement, j'ai une petite question quand même à rajouter. Toi, comment est-ce que tu as ressenti justement cette tension entre cette fragilité et ce potentiel créatif? En fait, je pense que le désenchantement, il vous encombre tant que vous ne savez pas comment faire. Et à partir du moment où on vous donne des outils pour le transformer, pour en faire quelque chose, à partir du moment où on comprend que ça peut devenir une force créatrice, on le dépasse quelque part. C'est ce que j'ai pu voir moi en tout cas à la Casa. Donc, je vais rebondir sur cette question, c'est vraiment comment la jeunesse transforme-t-elle cette colère ou ce désenchantement en forme d'expression culturelle et politique. La Casa est née de ça, la Casa est née il y a 20 ans justement pour catalyser toute cette violence ou cette frustration en énergie créative, hein. C'était vraiment la jeunesse du projet. Et donc j'aimerais bien avoir votre avis à toutes les deux, et à Sidonie et à toi, pour comprendre un petit peu et comment justement c'est un outil de résistance. Oui. Alors, moi aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai décidé de quitter mon emploi il y a plusieurs années et de me lancer parce que j'avais vécu cette frustration au Congo, se dire que j'ai le potentiel, j'ai quelque chose, mais l'écosystème, l'environnement ne me permet pas de vivre ces rêves. Et en fait, on parle beaucoup de résilience, la résilience africaine qui est aujourd'hui un mot qui vraiment m'énerve parce que la résilience aujourd'hui chez nous est devenue un mode de vie. La résilience normalement est une qualité. Et donc pour ça, il faut décider d'exister. Aujourd'hui, on n'attend pas que les choses se fassent pour créer. Notre génération, la génération qui suit après moi, on a compris qu'il faut créer pour que les choses aillent mieux en fait. Donc on s'approprie les choses du mieux qu'on peut. Lorsqu'on parle de la RDC, pour ceux qui connaissent la sapologie, c'est vraiment ça en fait. C'est une population, c'est quelqu'un qui est frustré, qui vit peut-être dans sa misère, mais qui refuse. Il se dit, moi je dois être mieux que ça. Et il l'exprime par le vêtement. La mode, le vêtement fait partie de notre culture. Donc je suis pauvre, peut-être que je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui, mais je vais sortir dehors, je vais bien m'habiller pour montrer aux autres que en fait, ça c'est pas mon état en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse congolaise vit, est en train d'exprimer au travers des créations avec très peu. Aujourd'hui, l'un des meilleurs, une des meilleures écoles, l'un des meilleurs enseignants aujourd'hui en RDC, ce que j'appelle tonton YouTube. Les jeunes se forment via Internet, ils arrivent à faire des choses extraordinaires avec très peu de moyens. Donc, la mode aujourd'hui pour nous, au travers de la SAP et tout ce qui décline, c'est une façon, c'est un récit, c'est un langage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait bien. Et le vrai challenge aujourd'hui pour nous, c'est arriver à structurer cet écosystème pour que nos créateurs existent au-delà de l'Afrique, à l'international, et vivent de leurs œuvres. Un gros défi, mais tu es là pour ça, entre autres. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire justement sur quelles sont leurs expressions culturelles, leurs revendications culturelles? On le voit dans le film, en fait, tout ce qui crée, c'est politique. La robe du grain, c'est une robe qui est politique, le choix de la couleur, le choix de laisser voir la peau, etc. Donc je crois que rien n'est jamais gratuit dans ce qu'ils créent. Ils veulent toujours faire passer un message, c'est un mode d'expression. Alors parfois ça peut sembler, si on achète un jean, je ne dis pas que c'est politique, loin de là même, mais en tout cas, eux, quand ils créent, ça le devient, clairement. Mais est-ce que créer vraiment suffit? Est-ce qu'il n'y a pas justement des inégalités sociales, économiques, qui font que ça freine leur élan? Moi j'ai l'impression que... là, c'est plutôt... Alors c'est toi, vas-y. Voilà. En soi, ouais, parce que pour créer, faut déjà savoir créer. C'est-à-dire moi en tout cas, c'est ce genre de problématique qui m'arrive actuellement, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
c'est le fait de déposer des trucs légalement parlant, parce que c'est facile d'acheter une machine et de commencer à coudre. Ça, je l'ai fait il y a 3 ans. Après, j'ai fait plein de trucs, j'ai kiffé. Maintenant, quand il s'agit de faire des choses bien et avoir une entreprise, la gérer, il n'y a aucune formation. Il y a des formations, mais c'est pas des trucs... En fait, la connaissance n'est pas accessible. Pour savoir qu'il y a des formations, il faut déjà être proche de ça. Et or que quand tu es dans des quartiers défavorisés, on va pas forcément te pousser à ça. On va plus te relancer sur reprendre des métiers qui sont en train de perdre toutes leurs personnes. Enfin, en tout cas, c'est ça que je trouve. Merci Lebaï. Maintenant, je vais poser la question à Rafaela sur les inégalités. Quais são os impactos das desigualdades? Os impactos da desigualdade na população jovem brasileira. L'impact de la inégalité dans la population brésilienne, como você viu, é muito forte, né? Comme vous avez vu, c'est très fort. A gente é uma juventude que tem uma preparação cultural muito rápida com samba. On est une jeunesse qui a une formation culturelle très forte comme la samba. A música, né, é muito genuína da gente, a indumentária, a vestimenta, né, muito a musique, brasileira. la façon de s'habiller. E lógico que isso bebendo muito do movimento de diáspora, né, da nossa diáspora, a diáspora africana é muito importante dentro da base cultural brasileira. E essas desigualdades se refletem... Et en fait, ce qu'on prend en considération, qu'on va s'inspirer de cette diaspora brésilienne et africaine, qui est la base de la culture brésilienne. Então, é um país que a gente tem que criar essas oportunidades, fazer essas oportunidades estarem perto da gente. Donc, c'est un pays qu'on doit créer les opportunités et faire que ces opportunités soient à côté de nous. O Brasil tem um apartheid, né, muito forte ainda. Você sabe aonde tem negros e brancos. Au Brésil, c'est encore très partagé. On sait où ils sont les noirs et où sont les blancs. Políticas públicas muito escassas, né? A gente tem quase nada, né, de políticas públicas. Il y a très peu de politiques publiques au Brésil que vão conversar com jovens criadores, né? Et qui vont dialoguer avec ces jeunes créateurs. Mas hoje, assim, eu não tô aqui só para falar do lugar da dor da juventude brasileira. Mais je ne suis pas ici seulement pour parler de la douleur et de cet endroit des jeunes brésiliens. Mas a gente hoje, né, encontra uma juventude muito mais avançada culturalmente, artisticamente, né, fazendo muitas coisas dentro desse lugar de trazer uma felicidade que vem da dor. Mais aujourd'hui, on a une population de jeunes qui parle de cette joie. Et de cette joie qui vient de la douleur. E eu acho que é isso. Eu acho que iniciativas como Casa 93, Casa Geração, né, cooperativas como Costurarte, estilistas como Ângela Brito, né, cabo-verdiana, que está há 25 anos no Brasil, tem feito uma revolução social de aproximação, né, aproximação de arte, cultura e de oportunidade de avanço. Bon, on va essayer de résumer. Et je pense que la maison 93 et la Casa Geração, la costure, Costurarte, Ângela Brito, de Cabo Verde, il travaille et il apporte une ouverture culturelle pour ces Brésiliens. Merci. Donc c'est là en fait, bon, justement, il y a certains freins à cause de ces inégalités, mais ils parviennent quand même ces jeunes à inventer, à fédérer, et c'est là qu'un autre imaginaire se construit. Et justement, en parlant d'imaginaire collectif et de vision du futur, on va forcément parler justement des
réseaux sociaux. Comment, à travers les arts, les réseaux sociaux, les mouvements de rue, que nous dit cette jeunesse? Qu'est-ce que toi tu peux dire sur votre réaction? Bah, déjà, je sais pas si c'est dans mon entourage, mais j'ai un entourage très militant. Et ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, j'en ai beaucoup qui passent leur vie en manifestation. Et on débat beaucoup, on parle, on s'apprend les uns les autres par rapport à tout cela. Donc moi en fait, je vois une jeunesse assez militante, mais je sais pas, c'est mon entourage quoi. Aussi, je vois une jeunesse assez militante. J'en ai deux énergumènes là devant moi, ils sont en manif tout le temps aussi. Et puis c'est des jeunes qui sont militants et qui créent des espaces, qui réinventent les associations, des tiers-lieux, etc. Donc ils sont actifs. C'est pas, mais je trouve que c'est pas exactement ce qu'on faisait nous. C'est-à-dire que l'idée c'est pas forcément de renverser toute la table, mais c'est de créer à chaque fois des petits espaces, des manières de vivre différentes et d'essayer d'intégrer comme ça le plus de monde sans forcément s'attaquer, en le faisant à leur échelle quoi. Parce que justement il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a tout ça. Donc le YouTube, et toi qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la jeunesse congolaise par rapport à ça? Oui, je pense que c'est quand même différent parce que lorsqu'on parle d'imaginaire, comment moi je vois la jeunesse de mon pays, comment plonger complètement dans un imaginaire lorsqu'on vit dans la précarité, lorsque en fait on vit dans l'obscurité parce qu'effectivement il n'y a pas d'électricité, etc. Et ils grandissent comme ça. Et l'imaginaire aussi est alimenté parce que est stimulé par tout ce qu'on voit autour de nous. Une des grosses problématiques chez nous, c'est que l'écosystème est encore très fragile, encore embryonnaire, et donc on reste encore nourri par ce qu'on voit de l'Occident. C'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe au Nigeria, en Afrique du Sud, de plus en plus, et tout, mais tout a été fait. Alors je suis pas une militante, etc. Je suis quelqu'un de très réaliste et qui arrive à comprendre notre histoire, ce que l'on vit. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le média qui cartonne le mieux en Afrique, dans mon pays, c'est Canal+. Et Canal+, c'est du contenu purement occidental. Et puis il y a de plus en plus de chaînes locales, mais on développe moins de contenu. Donc si je parle du Congo, on a nos défis, mais ce qui est quand même intéressant, c'est se dire que notre imaginaire est nourri par ce que l'on vit. Et on est une génération qui doit guérir des blessures du passé, les blessures que nos parents, nos grands-parents nous ont léguées, etc. Mais ce traumatisme que l'on vit aujourd'hui est une force pour pouvoir créer du contenu fort. Et les réseaux sociaux aujourd'hui est un média intéressant pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler de la culture. De plus en plus, c'est seulement maintenant, je le vois dans ma génération, qu'on commence à reparler de nos tribus, des us et coutumes chez nous. Parce que pour la petite... C'est seulement maintenant qu'on commence à le voir, commence à créer. Parce qu'avec la colonisation, on nous a complètement déracinés. Et pour petite anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est une réalité. Aujourd'hui, à l'école primaire, on nous apprend dans les livres d'histoire, etc., que le Congo a été découvert en 1900 quelque chose, comme si on n'était pas là, on a été découvert. Donc toute notre pédagogie, le système est toujours basé sur la colonisation, etc., la culture belge, et on est en train de déconstruire tout ça. Et en même temps, c'est un défi, mais c'est un challenge, et c'est une belle opportunité pour nous, pour créer du contenu. Mais ce contenu parle de notre réalité. Donc on n'a pas encore le luxe d'aller pleinement de l'imaginaire, parce qu'on est vraiment sur les basiques. Ouais, il y a un petit temps de décalage, mais quand même, justement, malgré tous ces doutes, on voit bien qu'ils ont envie de se réinventer ou d'exister autrement, en tout cas cette jeunesse. Et Caroline, toi, en faisant le film, est-ce que quel est l'espoir que tu as vu dans cette jeunesse? Est-ce que tu aurais des initiatives? Qu'est-ce que tu as pu sentir dans leur ressenti?
des gens aspirants Ouais, eux, évidemment. Moi, j'avais pas envie de les lâcher. Hein. Il peut témoigner. On avait un groupe, je leur envoyais des petits SMS en permanence en leur disant vous me manquez. Donc, ils dégagent une énergie, une envie, voilà, du désir de faire, d'imaginer, de créer, de repousser tous les murs. Et ça, je trouve ça formidable. Ils m'en ont donné beaucoup de l'énergie en tout cas. Et après, plus globalement, c'est ce que je vous disais, les tiers-lieux, les associations, les bibliothèques ouvertes à tous, les cafés philo, enfin il y en a plein, des initiatives qui se créent un peu partout. Et puis quant aux figures inspirantes, j'ai la sensation qu'aujourd'hui c'est plus forcément des grandes figures, mais c'est des gens comme toi Nadine, comme Nadia, voilà, c'est des gens qui tiennent les murs et qui parfois les ouvrent aussi, quoi. Merci. Et toi, Raphaël? Quel espoir tu vois dans la jeunesse brésilienne? Eu acho que a esperança tá aqui, né? Sou eu. L'espoir est là, c'est moi. Porque sou fruto desse lugar do social brasileiro, né? De políticas privadas, né? Je suis le fruit du social et de cette politique privée. Então, fiquei muito feliz de ver outros brasileiros aqui, jovens brasileiros, artistas. Donc j'ai été contente, très heureuse de voir des jeunes et des artistes brésiliens ici. Nesse verão em Paris, então parece que tô num livro, parece que eu tô naquela época. J'ai vu tout ça pendant cet été et on dirait que je suis dans un livre. Quando a arte brasileira vem para Paris, né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, enfim, ainda é um lugar muito classista, né? Nesse movimento de arte vinda do Brasil para Paris. E hoje olhar todo o movimento negro, jovem, favelado, tá fazendo essa inversão estética. Isso é muito importante para mim e isso traz a esperança do meu país. Essa é a esperança da juventude. É muito importante o movimento que acontece. C'est les mouvements qui sont passés ici avec Anita Malfatti ou Tarsila do Amaral sont des mouvements qui ont été très importants. Et c'est un mouvement qui était très blanc et très concentré sur l'Europe. Et voir cette communauté noire des favelas fait cette partie culturelle, pour moi, c'est l'inversion esthétique. Et c'est pour moi ce qui c'est très important. C'est ça. Je vais conclure parce qu'il nous reste juste 3 minutes. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé à ces réflexions assez profondes où on voit que bien sûr il y a des freins, mais il y a des solutions, des boîtes à outils qui se créent et de l'espoir quand même à travers la transmission, l'écoute, le partage, la solidarité. On partage tout ça et en tout cas je suis ravie d'être avec vous, acteurs vraiment, acteurs et transformateurs de ce désenchantement pour qu'on parte sur une note positive. Et justement je vais vous présenter là maintenant, on vient de parler de beaucoup de choses, maintenant il faut que la créativité s'incarne et je vais laisser place à nos performances en fait, qui sont un projet qui a commencé la genèse, un contrat d'amitié avec Kalina Tavares, qui est la directrice de cet événement Expo Favela, où on a fait une proposition à l'Institut français pour pouvoir célébrer les 20 ans de Casa. Et donc mon rêve, c'était justement un jour, la première fois que je suis rentrée en France après avoir laissé la Casa Gelassin après être rentrée, c'était de pouvoir faire une résidence culturelle entre mes jeunes Brésiliens de l'époque et les nouveaux Français. Et en fait, donc, c'est aujourd'hui le moment pour vraiment la boucle est bouclée. Donc, on a une dizaine de jeunes Brésiliens, une dizaine de jeunes Français de Casa Gelassin et de Casa 93 qui se sont retrouvés en résidence culturelle
donc à la Fondation Fimemco à Parkson School, qui nous a, donc, où les jeunes ont travaillé ensemble, collaboré pendant 2 semaines, sachant que ce projet a commencé déjà en mars. C'est un projet qui commence en mars, qui s'y termine. Donc là, vous allez voir l'avant-première. Vous avez pu voir des 12 créations exposées. Mais là, vous allez voir leur manifeste, parce que ça, ils savent très bien faire. Leur manifeste en poésie, en slam, en musique, en chanson, des gestes collectifs qui vont vous montrer un petit peu tout ce que, en fait, tout ce qu'ils veulent montrer, en fait, de cette influence du batchball, dont Raphaël est justement travaille depuis plusieurs années sur ce sujet, où c'est un mouvement des favelas, c'est une sorte de carnaval de rue, et en fait les jeunes français ont essayé de retranscrire ce batchball en essayant d'imaginer, eux venant d'origines haïtiennes ou antillaises ou afrodescendants, et en fait c'est un excellent exercice de style où ils travaillent leur ancestralité, parce que le commun entre les Brésiliens et les Français de ce projet, bah, c'est l'Afrique. Et donc, ça a été un travail très spirituel pour certains, puisque vous allez voir, il y a 4 groupes qui vont commencer. Il y en a 3 qui vont être on stage. Et en tout cas, moi, j'aimerais remercier vraiment donc Karina, comme je vous l'ai dit, qui m'a permis de faire ce magnifique projet ici, qui est cofinancé par l'Institut français. Et donc, c'est un projet qui est fait avec Kufa France et Kufa Brésil. Kufa, ce matin, on a vu le fondateur Celso Ataïve qui va fêter les 30 ans, la Casa les 20 ans, donc c'est important de souligner tous ces rapprochements, France-Brésil, transversalité, et bientôt avec l'Afrique, avec Sidonie. Donc merci à tous, et là je vous laisse place. Donc il y a 4 groupes, vous avez Mystical Joy, vous avez le Jardin d'enfants, vous avez le Chaos Delight, et puis vous avez l'Illusion de collision. Donc vous allez avoir 3 performances ici, très rapides, qui sera suivie d'une dernière performance. Donc après les 3 performances, vous pouvez sortir, et il y en aura une dernière pour vous amener au jardin. Il y aura un DJ qui vous attend. Merci à tous, et à très vite.